Quel est votre sentiment au sujet du référendum du 4 novembre? Alors, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans plusieurs des médias, donc tous les médias m'ont posé cette question. C'est non pas un référendum au sens strict, c'est ce qu'on appelle une consultation référendaire. Pourquoi ce distinguo? Parce qu'en réalité, depuis les accords qui ont eu lieu il y a maintenant un certain nombre d'années, les accords de Nouméa, les accords d'Oudinot, eh bien, il a été décidé qu'on allait demander à la population de Nouvelle-Calédonie son point de vue sur si cette population voulait ou non rester dans la République française ou devenir indépendante. Et il a été défini à l'époque que seule une partie des personnes résidentes en Nouvelle-Calédonie pourraient voter. En pratique, cela signifie qu'un avantage très important a été donné à la communauté kanak, puisque tous les Kanaks peuvent voter, alors que seuls les Français d'origine métropolitaine installés depuis avant 1987 peuvent voter. Ça veut donc dire qu'il y a 30 000 personnes qui sont exclues de la consultation référendaire, 32 000, je crois exactement, et 30 000 des élections provinciales. Ce qui est perçu par un certain nombre de nos compatriotes d'origine métropolitaine comme un déni de démocratie, puisque voilà des personnes qui sont installées depuis 15 ans, depuis 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui ont fait souche, qui ont des enfants de la famille et qui n'ont toujours pas le droit de vote. À ce propos d'ailleurs, certains ont saisi le Conseil constitutionnel et en allant au-delà, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a malheureusement validé cette disparité, mais tant que les accords de Matignon sont en cours. À la fin des accords de Matignon, il faudra revenir à ce qui est le bon sens, c'est-à-dire que tout le monde puisse voter. Donc, on ne peut pas comprendre la consultation si on n'a pas déjà ça à l'esprit. Il y a maintenant à peu près 280 000 à 300 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, et on peut estimer qu'il y a à peu près 30 000, 32 000 personnes qui sont dépourvues du droit de vote. Alors, comment les choses se passent? Aujourd'hui même où je parle, j'ai rencontré déjà des responsables de la province sud, à forte majorité caldoche ou métropolitaine, où là, le non à l'indépendance est ultra majoritaire. Je suis allé dans la province des îles Loyauté, où là, le oui à l'indépendance est donné majoritaire, mais peut-être pas de façon aussi écrasante que le refus l'est dans la province du Sud. Et puis, dans quelques jours, je vais me rendre dans la province du Nord. Il semble, d'après les sondages qui circulent sur le territoire, et d'après les rendez-vous que j'ai eus, d'après les conversations que j'ai eues, y compris avec des indépendantistes, que normalement, si les choses se passent conformément aux intuitions, aux sondages, le non à l'indépendance devrait l'emporter. Tout le monde semble à peu près d'accord. Cela étant, comme dans toute consultation électorale, et comme toute consultation sportive, c'est évidemment une fois l'événement passé qu'on aura le résultat définitif. Le résultat d'ailleurs devra être examiné à la loupe et sera examiné à la loupe. Parce que il y a un premier élément, c'est de savoir quel sera le pourcentage d'abstention. Il est évident que s'il y a un fort pourcentage d'abstention, ça viendra un peu atténuer le résultat du scrutin. Non pas l'invalider juridiquement, mais en atténuer la portée politique. Il est à noter d'ailleurs à ce propos que certains indépendantistes extrémistes refusent de participer au référendum. Ils auraient voulu que seuls les Kanaks, en fait, puissent voter, ce qui serait revenu à priver de droit de vote des personnes, des caldoches, comme on dit ici, qui sont depuis 4 ou 5 générations sur le territoire. Donc, le premier élément à avoir à l'esprit, ça sera l'abstention. Et le deuxième élément, c'est le résultat lui-même. Il est évident que si on a un non à l'indépendance qui est de 52-53%, le problème restera quand même un petit peu sur le devant de la scène, du moins en arrière-plan. Et il faut savoir que dans les accords de Matignon, il a été prévu qu'il y aurait 3 consultations référendaires, c'est-à-dire que si la première donne un refus de l'indépendance, il y en a ensuite 2 autres où on nous posera toujours et encore la même question. On croirait les référendums sur l'entrée dans l'Union européenne, cette fois-ci c'est sur la sortie de la République française. Si l'abstention est importante, ça viendra atténuer le résultat du scrutin. Si l'abstention est faible,
Et si, en revanche, le résultat est plus marqué en faveur du refus de l'indépendance, ça aura une toute autre signification politique. Il est évident que si on avait 60% de non à l'indépendance et 40% de oui, ça serait un échec cinglant pour le camp indépendantiste. A fortiori, si c'était 65-35. Actuellement, les esprits envisagent plutôt une assez nette victoire du non, mais encore une fois, nul ne sait exactement ce qui va se passer. Moi, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est qu'il va y avoir ce référendum, cette consultation référendaire, va se tenir le 4 novembre. Donc, pendant les derniers jours, d'ailleurs, des personnes comme moi, les personnalités venues de métropole n'ont plus la voix au chapitre. C'est uniquement les responsables politiques représentés sur le territoire qui peuvent participer ultérieurement à la campagne pour le référendum. Il y aura le scrutin le 4 et puis il y aura le 5, et puis les jours d'après. Donc la question qui va se poser, c'est imaginons que le non l'emporte largement, qu'est-ce que l'on fait? Et là, ça sera évidemment un enjeu très important. Est-ce qu'on va recontinuer cette incertitude institutionnelle? Est-ce que la minorité kanak voudra refaire un référendum d'ici un an ou deux ou trois, relançant ainsi le processus d'incertitude qui nuit quand même à l'avenir du territoire? L'intelligence, me semble-t-il, serait, dans un cas comme dans l'autre, que l'on considère cette consultation comme définitive. Soit c'est le oui, soit c'est le non, et si c'est le non, à ce moment-là, eh bien, on essaie de fixer un statut définitif de la Nouvelle-Calédonie dans la République. S'agissant de nos arguments à nous, moi je suis venu défendre ici le non à l'indépendance. En revanche, le oui à l'indépendance de la France de l'Union européenne. Un maire que j'ai rencontré, le maire de Houé, qui est indépendantiste, m'a dit, et qui est un Kanak qui vit dans les îles Loyauté, à Lifou, m'a dit, oui, mais alors, moi je suis d'accord avec vous, je suis d'accord que la France doit prendre son indépendance de l'Union européenne, et je trouve que la Kanaki, qui serait le nom de la Nouvelle-Calédonie indépendante, ou bien Kanaki Nouvelle-Calédonie, elle devrait prendre son indépendance de la France. À quoi j'ai quand même répondu que les deux situations étaient quand même fort différentes, puisque les auditeurs le savent, la France donne à peu près chaque année 9 milliards d'euros à l'Union européenne de plus qu'elle n'en reçoit. Et après le départ du Royaume-Uni, nous donnerons 11 milliards d'euros de plus. C'est donc que notre appartenance à l'Union européenne nous coûte énormément d'argent, et lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, la France récupérera son indépendance, mais en plus elle récupérera de l'argent. Alors que la Calédonie, c'est le schéma inverse. Ce n'est pas la Calédonie qui donne de l'argent à la France, à la métropole, c'est l'inverse. Et pas rien. Et c'est là que le bas blesse. Parce que j'ai lu les professions de foi, les tracts, le programme du FLNKS, qui est la principale force qui appelle à l'indépendance. Il y a dedans d'ailleurs des thématiques qui sont assez sympathiques, qui envisagent d'avoir un pays avec plusieurs communautés qui regardent ensemble vers l'avenir, un ton réellement apaisé par rapport à ce qu'il y avait en 1987, que j'ai connu, ce dont il faut se féliciter. Mais en revanche, tous les textes que j'ai lus émanant du FLNKS et des indépendantistes jettent un voile total sur la question financière, c'est-à-dire sur le qui paye quoi. Or, c'est quand même bien là le problème. Tout le problème, il est là et il n'est pas ailleurs. Il faut savoir qu'actuellement, la Calédonie, d'abord, c'est un territoire qui repose sur le nickel, qui est une des grandes ressources métalliques, mais actuellement, le cours du nickel est très bas, le cours du nickel calédonien est assez élevé à cause du franc Pacifique qui est corrélé à ce fichu euro, donc les cours du nickel sont assez élevés, et donc en fait actuellement il est concurrencé par le nickel de l'Indonésie, le nickel des Philippines, et bref, les usines de nickel de Calédonie en fait, eh bien tournent à perte. Ce n'est pas le pactole que certains imaginent. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le budget du territoire, alors je ne vais pas vous le dire en francs Pacifique, puisque je m'adresse principalement à des auditeurs de métropole, enfin je peux vous le dire en francs Pacifique, mais aussi en euros, il est de 250 milliards de francs Pacifiques, le budget de l'ensemble du territoire, ce qui représente à peu près 2,08 milliards d'euros. Et la France donne, alors ça dépend des sources, des estimations, on estime entre 150
et 178 milliards de francs Pacifique, c'est-à-dire 1,4 à 1,5 milliard d'euros. La France donnant 1,5 milliard d'euros à un budget qui représente 2,08, ça veut dire que la France donne au territoire de Nouvelle-Calédonie plus de 71% de ses revenus. Il est là le problème fondamental des indépendantistes. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avec beaucoup de sympathie, d'ailleurs le dialogue a été vraiment très franc et très chaleureux même, c'est tout à fait sympathique. J'ai même rencontré le maire adjoint de Ouvéa, qui était un indépendantiste très déterminé, avec lequel nous avons fait la coutume, et c'était finalement très cordial et chaleureux. Mais j'ai bien insisté auprès de mes interlocuteurs sur le fait qu'il ne devait avoir aucune illusion. Si d'aventure la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, compte tenu des contraintes budgétaires en France, qui sont, l'on connaît, qui sont considérables, puisque tous les ministères sont quasiment réduits à néant, il n'y a plus d'argent nulle part, on supprime les postes de fonctionnaires par milliers, voire par dizaines de milliers, comme c'est le cas à Bercy, ou par milliers, comme c'est le cas au ministère des Sports, comme c'est le cas dans tous les ministères. Il est bien évident que, quelles que soient les promesses qui auront pu être tenues, si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, eh bien, Bercy, Matignon, tailleront immédiatement dans le vif des subventions versées à Nouméa, à la Nouvelle-Calédonie. Et il ne faudra pas attendre, à mon avis, plus d'un an ou deux ou trois maximum pour que les 1,5 milliard d'euros versés par le contribuable métropolitain à la Nouvelle-Calédonie se réduisent comme peau de chagrin pour arriver à peu près à zéro. Du moins, à l'argent que l'on verse aux anciennes Nouvelles Hébrides devenues le Vanuatu lors de son indépendance en 1980. Il faut ajouter à ce phénomène, quand même, de réduction, il faut quand même que toutes les communautés sur de Nouvelle-Calédonie comprennent ce que ça signifie qu'un budget qui perdrait 71% de ses recettes. Il faudrait y ajouter autre chose, c'est que, bien entendu, tous les fonctionnaires d'État seraient rappelés, donc ça ferait des milliers de personnes avec les familles qui quitteraient le territoire de Nouvelle-Calédonie, et donc ça ferait un effondrement de la consommation, donc des recettes fiscales tirées de la consommation, et un effondrement également de l'impôt sur le revenu payé en Nouvelle-Calédonie par ces mêmes fonctionnaires. On peut donc estimer que c'est peut-être le budget de la Nouvelle-Calédonie devenue indépendante perdrait peut-être 75 ou 80% de ses recettes en l'espace de quelques mois ou en l'espace de 2 ou 3 ans. Autrement dit, ce serait réellement, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais réellement une catastrophe. Qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là? Il y a deux solutions. Soit la Nouvelle-Calédonie essaie de vivoter tant bien que mal, mais avec un effondrement du budget, c'est-à-dire en fait une paupérisation accélérée, avec des risques d'affrontements violents entre les communautés. Risques d'affrontements d'ailleurs d'autant plus violents que, de surcroît, il y a 30 000 personnes, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas le droit de vote. Or, ces 30 000 personnes qui n'ont pas le droit de vote sont majoritairement, très majoritairement, des métropolitains qui sont là depuis moins de 20 ans et qui, s'ils avaient le droit de vote, voteraient très probablement pour le refus de l'indépendance. On se retrouverait donc dans une situation où l'indépendance aurait été votée sans doute de façon très marginale. Si on avait fait voter tout le monde, c'est le refus de l'indépendance qui aurait été voté, et la situation économique et sociale s'effondrerait. Il y aurait vraiment, je pense, de très graves troubles à l'ordre public qui apparaîtraient. Et puis, il y a une autre hypothèse, c'est que la Nouvelle-Calédonie ne pouvant pas accepter un effondrement brutal, disons de 75%, 3/4 ou 4/5 de ses recettes, eh bien la Nouvelle-Calédonie se mettrait à la remorque de quelqu'un du dehors qui aurait de l'argent. Et le quelqu'un du dehors, on pense aussitôt à deux puissances, l'Australie d'une part, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à peu près 2500 km, 3000 km pour Canberra, ou bien la République populaire de Chine, qui est de plus en plus présente dans le Pacifique Sud. Il suffit de voir au Vanuatu, qui est devenu indépendant, cet ancien condominium franco-britannique, et bien maintenant les Chinois sont de plus en plus présents. Voilà un petit peu dans quelle situation tout ceci se présente. Moi, ce qui me frappe, c'est que les esprits sont apaisés. J'ai rencontré des indépendantistes, et l'intuition que j'ai, c'est que même les indépendantistes, il y en a qui se posent réellement des questions. D'ailleurs,
D'après les gens que j'ai rencontrés, les spécialistes, les gens qui vivent sur place, certains de nos adhérents qui vivent sur place, nous avons 2 adhérents dans l'île de Marais, nous en avons 2 dans l'île de Lifou, nous en avons 1 dans l'île d'Ouvéa, nous avons de nombreux adhérents dans la province sud. Eh bien, beaucoup m'ont dit, y compris d'ailleurs des Kanaks, qu'il y avait même dans la communauté kanak un pourcentage très significatif de Kanaks qui voteront contre l'indépendance, tout simplement parce que beaucoup de Kanaks se posent en fait la même question que cette question qui avait été celle évoquée lors de l'indépendance des Comores. Rappelez-vous qu'à Mayotte, la population mahoraise avait refusé l'indépendance, justement parce qu'il s'était dit nous risquons, en cas d'indépendance, de devenir un pays en voie de sous-développement rapide, alors que nous tenons à garder les atouts de la République française. Je conclurai par ceci d'ailleurs, c'est que la présence de la France ici, en fait la situation ici est quand même très favorable à la population locale, qui a un petit peu, si j'ose dire, le beurre et l'argent du beurre. Le beurre parce que c'est une situation de très très large autonomie. L'État n'exerce finalement que certaines prérogatives régaliennes, la surveillance de la zone économique exclusive par la Marine nationale, l'éducation, l'enseignement supérieur, la surveillance d'une certaine forme de démocratie dans l'audiovisuel, et puis la justice et la sécurité générale des personnes et des biens, ainsi que le code des communes, les communes qui sont gérées. L'expérience a montré que c'était pas mal, parce que, par exemple, dans l'île de Marais, en 2011, les 2 grandes chefferies traditionnelles se sont opposées. Il a fallu que des gardes mobiles françaises viennent interposer pendant près d'1 an, viennent interposer les 2 communautés. Avoir donc un État lointain et relativement bonasse qui surveille ça de loin et qui intervient pour faire et respecter les grandes valeurs républicaines, finalement, c'est une grande chance. Et tout le reste, ça fait partie de l'autonomie et avec un train de vie qui est assuré par la métropole. Je voudrais conclure à ce propos en soulignant que j'ai noté qu'il y a, j'ai vu ça à Ouvéa, des liens entre les mouvements indépendantistes corses et certains mouvements indépendantistes kanaks. À l'île d'Ouvéa, il y avait à la fois le drapeau de la Kanakie indépendante et le drapeau de la tête de mort, le drapeau de la Corse. J'ai vu d'ailleurs que le 21 septembre dernier, il y a eu une résolution qui a été passée par l'Assemblée territoriale de Corse de soutien au peuple kanak luttant pour son indépendance. Donc il est quand même assez notable de voir qu'il y a des forces qui agissent un petit peu partout pour essayer de démanteler la République française. Je n'ignore pas le passé de la France coloniale en Nouvelle-Calédonie, des horreurs, des crimes qui ont été commis, du mépris dans lequel nos compatriotes kanaks ont pu être tenus pendant des décennies, du vol des terres qui ont pu être effectuées. Tout ça, c'est vrai, ça appartient au passé, il faut ne pas oblitérer ce passé, il faut le regarder en adulte, mais personne n'y est pour rien. À notre époque, en 2018, on n'en est plus en 1853, au moment où il y a eu la prise de possession sous Napoléon III de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je pense qu'il faut que les communautés travaillent ensemble vers un meilleur avenir. On y fait quand même plutôt bon vivre en Nouvelle-Calédonie. Il y a un problème de disparité des revenus qui est quand même excessif, très exagéré, et il faut continuer à essayer de le refermer. Mais moi qui ai connu la Nouvelle-Calédonie en 1987, je peux témoigner qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été effectués. Voilà. Je ferai un bilan de ce voyage à l'issue de mon déplacement, quand je serai allé dans la province Nord, quand j'aurai rencontré le haut-commissaire qui va me recevoir demain, quand j'aurai fait effectuer également les conférences, à la fois dans la province Nord en milieu indépendantiste et dans la province Sud, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais mon point de vue actuel, c'est quand même plutôt teinté d'un bon optimisme pour l'avenir de ce territoire, qui est un territoire par ailleurs absolument magnifique.